Alors, bienvenue à toutes les deux. Je vous présente en quelques mots. Migline Rosset, tu es avocate spécialiste en droit de la famille, et Vigdis Maurice Herrera, tu es présidente et fondatrice d'Opal.care. On va en parler dans quelques instants. Je démarre par une première question pour toi, Migline. Tu étais au départ avocate centrée sur le droit pénal, et puis c'est un témoignage de violence conjugale qui a été un élément et déclencheur pour toi pour te tourner vers le droit de la famille. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Faut juste voilà, ça y est. En fait, j'ai reçu un jour une cliente qui arrive au cabinet. Elle avait pris un rendez-vous et elle arrive avec une énorme orchidée. Et elle me dit, voilà, je viens vous voir, vous avez été mon avocate il y a 7 ans. Et vous avez été formidable. Et à ce moment-là, je la reconnais. Je ne l'avais pas reconnue parce qu'elle avait physiquement complètement changé. Mais à ce moment-là, je la reconnais. Son nom, surtout, me disait quelque chose. Elle était tellement chiante. Franchement. Que je l'avais refilé à ma collaboratrice. Moi, j'avais plaidé la partie au pénal et la partie famille, c'est ma collaboratrice qui s'en était occupée. Et j'ai eu tellement honte. J'ai eu tellement honte que je me suis dit, mais comment c'est possible que ça revienne comme ça? Vous voyez, je suis assez émue quand je vous raconte cette histoire. Parce que, en fait, c'est vrai qu'elle était chiante parce que c'est tellement dur ce qu'elles vivent. On a l'impression, quand on n'est pas dedans, on a l'impression qu'elle chouine, qu'elle se plaint tout le temps, etc. Et voilà. Et donc, je raconte cette histoire juste pour dire que ça a été vraiment, effectivement, un déclencheur pour moi de m'intéresser. J'avais déjà commencé à m'intéresser au droit de la famille, mais de m'intéresser à cette situation tout à fait particulière que sont les violences conjugales. Pas que au pénal, mais du coup pleinement en droit de la famille, et c'est devenu une des spécialités du cabinet. Très bien, belle histoire. Vigdis, comme quoi des femmes chiantes peuvent nous donner des déclencheurs, c'est quand même très intéressant. Vigdis, tu es, comme je le disais tout à l'heure, entrepreneuse, mais tu es aussi survivante de violences conjugales. Tu as fondé Opal.care, comme je le disais tout à l'heure. En quoi ça consiste ? Alors, j'ai fondé en effet Opal.care, qui est une plateforme qui vise à permettre à chaque personne d'évaluer son degré d'exposition aux violences conjugales, tout d'abord, parce que la grande difficulté des femmes chiantes, c'est souvent de ne pas se rendre compte qu'on est victime de violences. Parce que quand on est confronté à une norme qui est celle de l'agresseur, qui nous impose, et qu'au quotidien on entend qu'on est folle, qu'on n'est pas normal, etc., etc., et ben en fait, il est impossible d'identifier clairement qu'on est victime. Et aussi parce que la société, elle nous renvoie une chose importante, c'est que la femme victime de violences conjugales, c'est la femme battue, celle qui va avoir un œil au beurre noir, et c'est ça la violence conjugale. Sauf que c'est pas ça du tout. Et il se passe enfin c'est pas que ça. Il se passe énormément de choses qui vont aller des violences sexuelles aux violences psychologiques, aux violences physiques, etc. Et on n'est pas formé à ça et on en revient à la formation. Et du coup, l'objectif d'Opal, c'est d'être une plateforme qui, tout d'abord, pour le B2C, donc le grand public, va permettre à chaque personne de mesurer son degré d'exposition aux violences conjugales à travers un questionnaire. À l'issue de ce questionnaire, selon les typologies de violences, se voir attribuer une note. RS, tout va bien. Attention, il y a des points d'alerte où là, ça urge. Et par rapport à chacune des questions qui auront eu une réponse problématique, se voir nommer le droit. Parce que quand on est victime de violences conjugales et qu'on vit dans une norme, eh bien, ce n'est pas celle de la démocratie, c'est celle de l'agresseur. Et il est important de rappeler que la norme, c'est celle de la démocratie. Donc Opal va permettre ça. Et ensuite, Opal va permettre de diriger un parcours de sortie des violences, tout d'abord par rapport à l'aide associative qui est massive, à l'aide de l'État, et puis aussi avec pour ambition d'encourager les entreprises, les employeurs, les entreprises dont on est client, à s'engager là-dedans, parce que c'est une lutte de tous les instants, ça nous concerne tous, et ça coûte des milliards d'euros par an à la société, à vous, à moi, à tout le monde, juste parce qu'il y a des agressions dans les familles. On parlera justement de comment les entreprises peuvent agir tout à l'heure, mais tu as constaté que dans les structures de santé ou en médecine du travail, on ne posait pas tellement de questions aux femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Comment tu l'expliques ?
Je ne l'explique pas. D'ailleurs, j'ai posé la question parce que j'ai une carrière dans la fonction publique et ensuite chef d'entreprise pendant 8 ans. Et j'ai eu mon premier rendez-vous à la médecine du travail il y a quelques mois. On m'a demandé si je me droguais, on m'a demandé si j'étais alcoolique, on m'a demandé plein de choses comme ça. Ça a duré 45 minutes. Et à la fin, je lui dis, mais est-ce que ça vous intéresse si j'ai vécu des violences conjugales ? Elle me dit, pourquoi vous avez vécu des violences conjugales ? Je lui ai fait, la question, c'est est-ce que ça vous intéresse ? Pourquoi vous ne m'avez pas posé de questions ? Et la dame m'a répondu, on ne pourrait pas le régler comme ça, le problème, en un rendez-vous tous les 5 ans. Je lui ai dit, donc, si je me poudre le nez, là, vous pouvez le régler. Elle n'a pas su trop quoi répondre. Et je ne l'explique pas, ça. Je ne l'explique pas, à part qu'il y a un tabou et que c'est de nos devoirs à tous, parce que, comme tu le dis, c'est une femme sur 6, un homme sur 18, une femme sur 6. C'est de nos devoirs à tous de lever ce tabou, d'accueillir la parole, d'écouter et de croire. Tu m'as parlé du questionnement systémique. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet de faire ? Alors, le questionnement, ça va être, vous allez chez le médecin, vous allez n'importe où, peu importe, eh bien, ou à la médecine du travail, eh bien, tout comme si on veut savoir si vous êtes alcoolique ou drogué, eh bien, on vous pose la question, est-ce que tout va bien à la maison ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez me parler ? Est-ce que vous vous sentez comment aujourd'hui ? Une question anodine qui, en fait, les victimes, on leur pose la question, une question, un fil rouge, et elles vont tout... si c'est le bon moment, si c'est la bonne personne, si l'écoute est là, elles vont parler. Et oser poser la question, c'est être prêt à entendre la réponse. Et être prêt à entendre la réponse, c'est être le changement. Migueline, tu as soutenu plusieurs clientes victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que tu as remarqué et finalement, est-ce que tu partages cet avis de questionnement ? Dans un monde idéal, il y aurait une grande attention à l'autre en permanence. Et quand il y a une grande attention à l'autre, si quelqu'un n'est pas bien parce qu'elle est victime de violences conjugales, ça se voit. Mais on n'est pas toujours dans un monde idéal. Et cette notion de questionnement systématique, elle se pose pour tout le monde, pas uniquement pour les médecins en fait. Elle se pose aussi pour les avocats. En fait, si on ne pose pas la question d'une manière ou d'une autre, on ne le saura pas parce que personne n'aime se reconnaître victime. Donc une victime... sauf dans quelques rares cas, mais c'est assez rare que quelqu'un prenne rendez-vous dans un cabinet d'avocats en disant « je veux divorcer, je suis victime de violences conjugales ». C'est pas comme ça que ça se passe. On a l'autre veut divorcer ou ça va pas. Mais en fait, la question des violences, souvent, n'arrive que parce qu'on pose la question. Et souvent, j'ai reçu des clientes après un deuxième avocat. Donc moi, je prends le dossier en cours de route et j'ai un dossier qui m'arrive avec, par exemple, un divorce par consentement mutuel. Et puis, alors, je prends le temps de poser des questions. Et puis à ce moment-là, elle m'explique qu'elle est victime de violences conjugales. Enfin, c'est le mot très galvaudé, violence conjugale. Elle est victime de violences, quoi. Enfin, simplement. Et alors, nous, on a un positionnement au cabinet. Je refuse... c'est un positionnement de principe qu'on m'a souvent reproché. Je refuse de faire du consentement mutuel sur des violences conjugales. Mais on peut le savoir, ça, que si on a posé la question. J'intervenais il n'y a pas longtemps dans une réunion avec quelqu'un de l'Ordre national des médecins et qui avait quand même un peu de mal à évoquer cette question du questionnement systématique parce que, un peu comme nous le dit Virgis, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information après ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? À quoi ça va me servir ? Et cette notion du questionnement systématique, ce mot, même l'expression, je crois que ça nous vient des États-Unis qui l'ont un peu plus mise en place, mais elle est essentielle. Si dans les écoles, l'infirmière scolaire elle ne pose pas d'une certaine manière. La question, évidemment, c'est pas est-ce que vous êtes victime de violences intrafamiliales, mais trouver les moyens d'entourer la question. Si cette question n'est pas posée, les violences dont peuvent être l'objet des enfants ne sortiront pas. Si ça n'est pas posé dans le sens dans l'entreprise, ça ne sortira pas. Voilà. Et je dis encore une fois, la vraie question, c'est une attention à l'autre. Mais c'est une manière de faire attention à ce que l'autre peut subir. Et professionnellement, voilà, c'est une question qui doit pouvoir ressortir. Alors, comme je vois le temps qui file, tu as mentionné très brièvement tout à l'heure le coût à l'entreprise, le coût à nous, ce que ça pouvait générer, ces violences.
Selon toi, ça concerne tout le monde et ça concerne aussi l'entreprise, l'employeur. On a certainement d'autres employeurs aussi dans la salle. Comment ça les impacte concrètement et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, je vais donner un chiffre qui date de 2006, d'une étude avant MeToo, quand il y avait seulement 36 000 femmes qui portaient plainte chaque année. Une étude a estimé que le coût d'une victime à la société, c'était 70 000 €. En 2022, il y a eu 244 000 personnes qui ont porté plainte pour des violences conjugales. Selon le ministère de l'Intérieur, une victime sur 4 seulement porte plainte. Si on estime donc qu'il y a 1 million de victimes par an fois 70 000 €, je vous laisse faire le calcul, ça fait 70 milliards. 70 milliards. Ça nous concerne tous. Où partent ces 70 milliards ? Donc, chacun a le devoir d'agir, chacun a le devoir d'écouter. Les entreprises, l'argent, ça va représenter la santé, ça va représenter l'absentéisme, ça va représenter le présentéisme aussi, les agressions sur le lieu de travail. Moi, je recevais des messages non-stop toute la journée. Mais lui aussi, il travaillait. Et lui aussi, il m'envoyait des messages. Et lui aussi, il ne travaillait pas quand il m'envoyait des messages non-stop. Et ça, les entreprises, ça a un coût pour elles. Parce que payer des personnes qui ne peuvent pas travailler efficacement parce que, en fait, quand tu penses que la moitié de ton cerveau est occupée à l'idée que tu vas peut-être mourir ce soir, est-ce que tu peux travailler convenablement dans ces conditions ? Personne ne le peut. C'est inhumain. Et donc, il est du devoir de chacun d'entre nous de permettre un espace de parole pour les victimes et à l'entreprise, au-delà de l'évident devoir moral dont tu parles si bien, c'est juste, au-delà de ça, même un intérêt financier. On a un intérêt financier à aider les victimes. On en revient à l'argent, il y a un intérêt financier. Peut-être pour revenir à toi, Micheline, si tu avais un conseil à donner en tant qu'avocate et en tant que femme, en tant qu'être humain, à une personne qui est victime de violences conjugales ou qui a dans son entourage une personne qui est victime de violences conjugales à la maison, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, pour la personne qui connaît une victime de violences conjugales, je lui dirais, un peu comme ma première histoire au début, c'est ne vous lassez pas de l'écouter. C'est ce qu'elles vivent, c'est vraiment difficile. C'est indicible en vrai. Et peut-être certains des films que vous avez pu voir, comme Jusqu'à la garde, expliquent très bien que c'est indescriptible. On est chiant quand on raconte une histoire comme ça, parce que ce qu'on vit, c'est tellement insupportable. Et je dirais juste un petit mot, parce que c'est un mot qui explique très bien, de Muriel Salmona, qui explique que les violences psychologiques, ça peut amener à une mort psychique. Donc quand on comprend ça, on comprend que c'est une infinie patience qu'il faut avoir avec des amis qui sont victimes de violences. Et que dire à quelqu'un qui est soi-même victime de violence ? En réalité, c'est tellement difficile de se reconnaître soi-même comme victime que des tests comme le violentomètre ou comme bien plus fin, comme bien plus précis, comme le test que fait Opal.care, c'est des tests qui permettent de se dire « Non, ça, je ne veux pas accepter ». Ça, c'est quelque chose que je ne dois pas, que je ne peux pas accepter, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychique. C'est quelque chose que je ne dois pas accepter. Et pour conclure, Vigdis, quelle serait ton action audacieuse ? Alors, j'ai triché, j'en ai deux. La première, c'est faites le test Opal. Faites faire le test et faites-le régulièrement. Parlez-en autour de vous parce que vous ne savez pas à qui cela pourra profiter. C'est gratuit, je le précise. Et la deuxième, c'est si vous êtes victime, parlez. Parlez, parlez. Faites entendre votre voix. Parler, c'est faire trembler les agresseurs.